Bonjour à tous, excellent début de semaine sur France 3. Soyez les bienvenus dans 9h50 le matin en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes le lundi 30 avril. Nous fêtons aujourd'hui les Robert. Bonne fête à eux, nous sommes en direct et nous allons regarder tout de suite Jérôme Doumain qui est en compagnie d'un concepteur de drones révolutionnaires. On peut dire ça comme ça, Jérôme. Il s'appelle Denis Corgia, bonjour à tous. Et moi je l'ai connu, il bricolait dans son garage avec un petit fer à souder sur 1 mètre carré, un petit établi. Il avait commencé à construire ce drone-là. Depuis du temps a passé 4-5 ans et regardez le résultat. Une bête étrange qui repose sur ses pieds et ce matin, elle pèse 16 à 20 kilos selon la configuration. Et on va tout vous dire sur cet engin révolutionnaire. Il va révolutionner le monde des forêts notamment et des exploitations forestières. À tout de suite. Il est impressionnant votre drone. On le revoit dans quelques instants seulement. Le temps de vous dire que dans cette émission, tout de suite, Jérôme Doumain avec un drone qui, il vient de le dire, va changer beaucoup de choses dans l'exploitation forestière. Comment? Eh bien, on va le savoir. Regardez, Denis, il a commencé à fabriquer ceci avec 3 bouts de ficelle. Ça, c'est une boule de Noël, regardez, pour faire la coupole et pour protéger le moteur, par exemple. Là, il y a un peu de tout, hein, le matériau de récup. C'était en 2012. Bonjour, Denis. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à votre entreprise. Je vous ai connu, Denis, dans un petit garage, chez vous, sur un petit établi, je disais, un fer à souder, 3 bouts de ficelle. Et vous étiez déjà passionné de modélisme et puis surtout d'aéronautique. Hein. C'est ça. Alors, passionné depuis le début, donc, quand j'ai commencé à monter ce drone-là, qui a été homologué par la Direction générale de l'aviation civile et qui m'a permis de débuter mon activité dans le domaine de l'audiovisuel. Voilà, parce que vous avez du coup utilisé cet outil pour faire des images aériennes. À l'époque où les drones commençaient à peine à émerger dans le paysage du visuel. Alors, et puis depuis, ça s'est démocratisé, on le sait. Voilà, effectivement. Les drones, personne ne le connaissait, alors que maintenant, aujourd'hui, on voit des drones pratiquement dans toutes les émissions de télé. Et donc, du coup, il a fallu faire autre chose, puisque la concurrence a été rude, hein. Évidemment. Ça s'est élargi le marché. Et là, vous êtes passé à une autre échelle, une toute autre échelle, puisqu'on a en présence ici d'un drone hors norme. Hein. Alors, effectivement, ce drone-là, il ne peut pas voler en zone urbaine, au-dessus de personnes. Effectivement, vous avez parlé de 16 à 20 kg au niveau du poids, mais aujourd'hui, ce drone-là est un vecteur de transport. L'important, c'est ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire son capteur. Et ici, voilà, et ici, c'est un capteur LiDAR couplé à un appareil photographique. Donc, bon, on ne voit pas en dessous, ce qui va permettre de draper les images avec une texture. Draper, pardon, excusez-moi. De mettre de la couleur sur un maillage. Voilà, pour avoir encore un peu plus de réalisme sur la production. Alors, l'idée de ce capteur, c'est d'être au plus près de la réalité, d'avoir des données fidèles et très fines. Alors, on peut même parler de données centimétriques. C'est-à-dire que le drone en lui-même est équipé de GPS RTK, c'est-à-dire qu'au niveau de la précision du vol, on est au niveau du centimètre, mais le capteur, lui aussi, est équipé d'un système RTK. Alors ça, c'est vous qui l'avez imaginé, pensé au fond de votre garage, mais on va dire la réalisation technique, hein, vous l'avez confiée à une boîte stéphanoise, c'est ça? Voilà, il y a un partenariat qui est en cours avec l'entreprise Hexadrone de Saint-Étienne, qui développe un vecteur particulier qui est très innovant et qui a obtenu récemment les Red Dot Awards, qui sera donc le vecteur de transport de nos capteurs. Alors on va voir hein, concrètement, pour tout vous dire en fait ce matin, le temps n'est pas avec nous, on aurait bien aimé le faire voler ce drone, mais là bon, la pluie nous contraint un peu, mais on va voir quand même une réalisation concrète, et une fois que ce drone est en l'air, on a une lecture assez immédiate de ce que lui peut observer. Voilà. Donc ce qu'on me disait tout à l'heure, c'est effectivement que le drone est un vecteur de transport, mais l'important c'est le capteur qui va nous ramener de la donnée. Et cette donnée-là, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, on va la traiter et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Alors, on va peut-être le voir tout de suite parce que derrière l'écran, là, apparemment, on nous fait quelques misères ce matin, mais c'est pas grave, on va le voir depuis peut-être l'ordinateur. Admettons alors que ce drone-là, comment vous l'appelez d'ailleurs? Il a un nom particulier ou pas? C'est un Matrice 600. Ok, un Matrice 600 pour les spécialistes. Alors, admettons que là, il est en train de voler. Voilà. Et là, en temps réel. En temps réel, voilà ce que nous avons à l'écran. C'est-à-dire que, hop, tout l'espace est reconstitué donc en temps réel. Et une chose que les autres lidars ne font pas, c'est-à-dire que pendant l'acquisition, pendant que le drone est en vol, on peut déjà se rendre sur le terrain et observer déjà ce qui se passe. Alors, ce qui intéresse au niveau
du civil, mais qui intéresse aussi les militaires, bien sûr. Alors c'est pareil, là, le drone, il est quasiment autonome. Hein. Il suffit de lui filer des coordonnées GPS et puis lui, il fait son vol ou pas? Alors oui, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Ouais. Mais il faut prendre en compte la topographie du terrain. Si le sol comporte des élévations, donc il faut calculer tout ça. C'est pas simplement on appuie sur un bouton et le drone s'envole. C'est aussi beaucoup de préparation derrière. Voilà. Et aujourd'hui, nous faisons cette préparation puisque nous sommes aussi formateurs dans ce type de matériel. Et pour les particuliers aussi, bien sûr. Alors là, vous êtes, vous, sur la partie technique. Et puis, alors, il y a l'analyse aussi des données qui sont aussi le travail d'un associé qui s'appelle Jean-Paul Brun, qu'on va aller voir d'ici quelques minutes. On va laisser voler et survoler cette forêt par ce drone. Pendant que le drone survole, voilà, on peut déjà aller à l'intérieur de la forêt et voir ce qui s'y passe. Et alors là, bon, pour l'instant, pour nous, c'est pas très lisible C'est pour pas le très commandant lisible. mortel que je suis. Oui. Mais ça va devenir très clair avec votre associé qui, lui, va recueillir toutes ces données. Voilà. C'est ça? C'est dans la suite du traitement. Ok, on verra ça dans un second temps. Alors, merci Denis pour ces explications. Merci. À tout à l'heure, là. On vous retrouve dans un instant. C'est que c'est fascinant. En quelques années, le drone a bouleversé plein de choses, notamment la télévision. Ça, vous voyez très souvent aujourd'hui des images de drones. Elles sont magnifiques. Ben là, aujourd'hui, on vous fait visiter les coulisses. C'est un peu technique, mais c'est passionnant. La hausse des températures de la semaine dernière, qui explique ce qu'est l'allergie. On va retrouver Jérôme Ndouming tout de suite. On va s'envoler au milieu des pollens et des graminées avec son drone. Tiens. Et il ne faudrait pas être allergique aux drones, hein, parce qu'il y en a partout, là. Regardez, autour de moi, ce matin. Et puis, il y a surtout celui-là aussi, dont on a peu parlé, mais qui a fait une saison, par exemple, pour Racine et Zel, notre magazine phare de France 3, qu'on connaît bien, évidemment. Denis y a contribué, n'est-ce pas, Denis? Alors, Denis, depuis, vous avez fait beaucoup de chemin, hein, évidemment. On a parlé de ce drone. Et puis là, on voit derrière nous défiler des images et que ce capteur peut capter, justement... À la lumière de son vol. Voilà, tout à fait. Donc, du coup, on a une représentation du plateau de Gergovie, un modèle numérique de terrain avec les élévations au niveau du sol qui vont nous permettre de calculer tout ce qu'on peut trouver, tout ce qu'on peut voir sur le plateau, même les micro-reliefs. En quoi c'est révolutionnaire tout ça, Denis? En quoi c'est révolutionnaire? Eh bien, on peut voir apparaître, on peut faire apparaître des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Ça nous permet essentiellement aujourd'hui de supprimer la couche de végétation et c'est ce qui va être important pour la suite de nos traitements, notamment dans le domaine de la forêt. Alors la forêt, puis tout à l'heure on le verra puisqu'on a un archéologue amateur, un membre de l'association du site de Gergovie justement et il nous dira tout le bien qu'il pense de cet outil. Mais alors donc une fois qu'on recueille les données, il faut les analyser. Ça c'est le travail de Jean-Paul Brun qui est là ce matin. Bonjour. Bonjour. Évidemment, il peut être que là puisque c'est votre employé. Donc il est au boulot, il n'a pas fait le pont. Hein, il va bien, ça bosse. Et donc Jean-Paul, vous nous amenez dans votre bureau où vous analysez les données. Suivez-moi, ça se passe par ici. Asseyez-vous, Jean-Paul. Oui, je vais m'asseoir, Jérôme, mais préalablement, je suis venu avec mon lidar personnel. Ah bon? Oui, c'est un petit télémètre que chacun a dans son atelier et qui permet de faire une mesure laser entre l'arrière de l'appareil ici et puis le spot infrarouge laser que vous voyez là-bas. Ici, je fais une mesure, je mesure 1,43 m. Le lidar d'Inertech fait beaucoup mieux puisqu'il réalise la même mesure, mais à raison de 300 000 mesures par seconde, 300 000 mesures par seconde, et ce sur un angle de 30 degrés. Donc il va être porté par le drone, regarder vers le sol, et puis balayer sur 30 degrés et réaliser 300 000 mesures secondes. Et à quelle hauteur, jusqu'où il peut monter ce drone? C'est important d'ailleurs l'altitude ou pas? C'est important, oui, puisqu'il faut se situer dans la plage de mesure du lidar lui-même. Donc un maximum de 100 mètres, mais classiquement on va voler à 60, 70 mètres. D'accord. Hein, en gardant une hauteur constante par rapport au sol. Alors cette mesure est très importante. Le travail d'Inertech, c'est d'essayer de décrire tout son environnement avec 6 nombres. 6 nombres. Chaque point de notre environnement, vous le décrivez avec des pixels, vous faites de l'image. À chaque pixel, vous associez des informations de couleur, le rouge, le vert et le bleu. Nous, on ajoute à ces informations la latitude, la longitude et l'altitude. C'est-à-dire qu'on n'a plus un pixel, mais on a un voxel, un pixel en 3 dimensions. Et avec la multiplication de ces pixels en 3 dimensions, on va pouvoir décrire le monde entier autour de nous. Alors Inertech, grâce à ses techniques, à son matériel, à son drone, à sa maîtrise technique, bien sûr, obtient classiquement 300 à 1000 voxels par mètre carré, ce qui donne déjà une résolution remarquable. Je vous ai préparé ici
une représentation telle qu'elle sort des données du LIDAR, où les points sont simplement représentés par leur intensité. Alors sans doute, vous allez reconnaître le puits de Dôme que je vais vous montrer en 3 dimensions. Voilà. Tout le monde reconnaît le puits de Dôme, mais avec des couleurs, avec des couleurs un petit peu inhabituelles. Ça n'est même pas du noir et blanc, hein. C'est une intensité de points. Et qu'est-ce que ça peut nous apprendre là, du coup là? Qu'est-ce qu'on peut lire là, par exemple, sur cette image-là? Ça peut nous apprendre énormément de choses. D'abord parce qu'ici on a une peau qui représente le relief. Et on peut surtout aller voir ensuite sous la végétation. Sous le couvert végétal. Le lidar va nous permettre d'avoir un regard sous la végétation. Alors vous voyez ici, sous la végétation, le puits de Dôme est débarrassé de tout ce qui est en dessous du sol, les bâtiments et la végétation, et les couleurs sont des couleurs purement artificielles ici. Hein. Merci voilà. Jean-Paul. Merci Jean-Paul pour cette illustration. J'espère qu'on aura un peu compris, parce que c'est très technique, encore une fois, mais on va voir quelques illustrations très concrètes sur le terrain, puisqu'on l'a dit, il y a un archéologue qui nous a rejoint, et puis surtout, il y a un exploitant forestier qui exploite du bois en Afrique, et on sera tout à l'heure en duplex. Avec lui, il va nous expliquer de façon très concrète ce qu'il attend de cet outil, qui est ce super drone ultra moderne. A tout de suite, Alain. Bah oui, effectivement, Jérôme, c'est l'intérêt aujourd'hui justement de cette émission, c'est de comprendre qu'un drone, c'est pas un jouet, c'est quelque chose de très technique, c'est une technologie avancée. Et c'est vrai que c'est passionnant. On revient tout de suite avec Sandy Rudviès sur cette question des allergies. Jérôme Doumain, tout de suite, il est en Auvergne où il pleut. Ah bah oui, il pleut. Donc expérimenter un drone sous la pluie, c'est pas génial. Du coup, ils sont dans les bureaux, mais c'est intéressant, Jérôme. Hein. Non, mais il y a une petite fenêtre météo, justement. On est en train de regarder, voir. Regardez, Denis, il est très optimiste et il pense qu'on va peut-être pouvoir faire décoller ce drone. Alors, en attendant qu'il le sorte et puis qu'il le mette en œuvre, on va faire un duplex dans le duplex. C'est un peu fou comme pari, parce qu'on est justement avec ce monsieur là qui nous entend par Skype. Bonjour, Thierry Blondel. Bonjour à tous. Alors vous êtes responsable, vous, Innovation, dans un grand groupe d'exploitation forestière qui s'appelle le groupe Rougier. Et justement, l'outil que développe Denis, il vous sera en tout cas très utile. Vous pouvez nous expliquer pourquoi très rapidement? Oui, très rapidement. Le groupe Rougier est présent dans les pays du bassin du Congo, au Cameroun et au Gabon essentiellement, avec au total 3000 personnes sur les sites forestiers. Et nous avons une gestion responsable des forêts tropicales, c'est-à-dire que nous prélevons 1 à 2 arbres par hectare tous les 25 ans. Et donc on a un enjeu essentiel qui est d'aller identifier les arbres qui sont à maturité. On laisse les jeunes et les plus âgés qui vont produire les graines. Et on va aller chercher juste les arbres qui nous intéressent. Et donc l'équipement développé par Inertech nous intéresse énormément pour justement aller faire ces audits de nos surfaces. On a 2 300 000 hectares dans le bassin du Congo, ce qui est assez colossal. Donc, grosso modo, c'est la taille, vous le disiez la dernière fois, je vous entendais, c'est la taille de la Bretagne, le territoire couvert par ce socle végétal que vous exploitez. L'idée, c'est de gagner finalement du temps, parce que les moyens humains sont peut-être pas non plus pléthoriques au Gabon et au Cameroun, pour aller chercher la perle rare, finalement, cette aiguille dans une botte de foin. C'est exactement ça. La main-d'œuvre sur place travaille sur le terrain, mais c'est très long à mettre en place. C'est finalement assez peu fiable parce qu'il faut couvrir cette surface. Et donc le drone lidar photo vient en complément des équipes terrain. Et on y voit une grande valeur pour justement aller chercher effectivement cette aiguille dans cette botte de foin. D'autant plus que les déplacements sont assez aléatoires. Hein. J'imagine que tout n'est pas carrossable comme on peut le penser. Non, loin de là. Et d'ailleurs, notre seconde activité, c'est de faire des routes. Puisque nous devons construire les routes pour accéder aux zones que nous souhaitons exploiter. Et c'est là le deuxième intérêt de l'équipement de Inertech, c'est les relevés topographiques avec le lidar qui vont nous permettre d'optimiser le tracé des routes en fonction du relief. Voilà. Vous êtes le premier client de Denis. Quand est-ce que vous allez évidemment vous retrouver sur le terrain ensemble l'un et l'autre pour vraiment une concrétisation du projet? Bien, on a préparé une mission au Gabon qui a été repoussée. Il y a la saison des pluies, les saisons sèches. Il faut faire attention à pas y aller au mauvais moment. Mais on a bon espoir de se retrouver sur le terrain un peu avant l'été et d'aller faire les premiers relevés pour faire travailler ensuite les ordinateurs et tirer l'essentiel des images et des relevés topo.
Merci, bon voyage au Gabon et au Cameroun et bonne exploitation là-bas de ces bois très rares et précieux. On dit que le prélèvement est quand même, on le dit, minoritaire. Hein. Ce n'est pas des abattages massifs de forêt. Justement, on parlait de la saison des pluies, on n'est vraiment pas dans la saison des pluies, mais quand même, il y a quelques gouttes qui continuent de tomber. On va voir si d'ici quelques minutes, on va pouvoir faire voler ce fameux drone. C'est vrai qu'on est un peu frustré ce matin de le voir là, ici, à l'abri. D'habitude, il se plaît plutôt en extérieur. On va voir ça d'ici quelques minutes, madame, tout de suite. À tout de suite, Jérôme. Votre chien, restez avec nous. On se retrouve dans un instant. On va retrouver Jérôme tout de suite avec son drone révolutionnaire. C'est parti. Alors, on l'a entendu tout à l'heure, hein, l'un des usages attendus de ce drone, hein, c'est l'analyse d'une exploitation forestière pour aller chercher une perle rare au milieu de la forêt. Mais l'autre aussi déclinaison qu'on peut en faire de cet outil, c'est l'archéologie. Bonjour. Bonjour. Merci monsieur. Xavier Loher d'être parmi nous ce matin. Vous êtes membre d'une association, d'un site fort connu ici en France et surtout dans la région, qui est le site de Gergovie, Bien sûr. au lieu de bataille, hein, Voilà, cher tout à fait. Vercingétorix notamment. On a justement une analyse faite par ce drone de ce plateau qu'il a survolé. Quelle lecture vous en faites, vous l'archéologue? Écoutez, la lecture, en fait, c'est un modèle numérique de terrain qu'Inertech a créé. Et en fait, ce modèle numérique nous permet de voir sous couvert végétal tous les micro-reliefs liés notamment aux activités pastorales ou à l'archéologie ou à ces choses-là. Qu'est-ce que vous avez découvert à travers les analyses faites par le drone? Écoutez, on a pu valider un certain nombre d'hypothèses, tout d'abord, notamment la redécouverte de chemins d'accès, voilà, qui étaient inconnus. On a retrouvé aussi d'anciens parcellaires, et on a une mine d'infos, notamment sur la géologie et l'hydrogéologie du plateau de Gergovie, et on se rend compte à l'heure actuelle que il y avait beaucoup d'eau sur Gergovie, contrairement à ce qui a été dit pendant de nombreuses années. Et puis on se rend compte aussi qu'il y a tout un système défensif qui apparaît sur les faces nord. Et c'est cette face nord notamment qui nous intéresse le plus parce que la végétation est très dense et impénétrable, on va dire. Ce sont des petits épineux. Et là, on a pu avoir une carte complète du site et on a à l'heure actuelle une vision complète du site. Donc c'est vraiment un outil au service de la connaissance. Tout à fait. Et de l'expertise. Il va dans les endroits où l'homme ne peut pas accéder. On voit ce qu'on ne peut pas voir. Là, on voit notamment les terrasses défensives qui se prolongent au nord, ce qu'on ignorait, sauf au niveau des falaises. Et puis on voit tout un système lié à la gestion de l'eau qui apparaît. C'est le plus important pour nous à l'heure actuelle. Et puis ça concentre aussi, ça oriente nos futures prospections. Voilà, sur cette face nord qui est pratiquement inconnue. Voilà, il n'y a que quelques textes qui datent du 19e qui en parlent, mais on s'est toujours focalisé sur la bataille, si vous voulez, Vercingétorix, qui s'est passé sur la face sud essentiellement, et on se rend compte à l'heure actuelle que la face nord est très importante et que l'oppidum déborde largement sur ces terrasses. Merci Xavier Loher pour cette illustration. On a très bien compris l'usage et l'intérêt d'un drone, pareil au service de la géologie et puis de l'exploitation forestière, et puis aussi peut-être de la défense, puisqu'aussi c'est une ligne des cibles d'Inertech. Voilà, Alain, vous savez à peu près tout sur ce drone ultra révolutionnaire. Merci beaucoup, Jérôme. On est de retour avec notre vétérinaire comportementaliste. Avec les notaires Valérie Dra. d'Auvergne-Rhône-Alpes.